Sénégal 7 TV mbokk yi asalaamaaleykum bonjour à toutes et à tous internautes du Sénégal, de la diaspora, de l'Afrique. Bienvenue sur Sénégal 7. Heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité sénégalaise et africaine de manière générale. Nous sommes encore une fois heureux de recevoir sur ce plateau Maître Saïd Larifou. Il est avocat au barreau de Paris, avocat également du Premier ministre Ousmane Sonko, sollicité également dans d'autres pays d'Afrique. Maître, heureux de vous retrouver sur Sénégal 7. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci. Voilà. Merci pour cette invitation. Merci d'être présent. Alors, nous allons aborder, Maître, les questions d'actualité nationale du Sénégal, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son Premier ministre, vous l'avez assisté judiciairement, vous êtes son avocat. Il est actuellement Premier ministre du Sénégal. Vous avez mené le combat judiciaire avec lui, en compagnie de vos collègues, de vos confrères. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime après l'accession du projet, comme on dit, à la magistrature suprême? Écoutez, il y a un sentiment de soulagement. Oui. Et puis un sentiment également de fierté d'avoir été associé à ce combat, qui est un combat noble, puisqu'il était question de défendre la liberté, défendre la justice, et soustraire une personne qui était innocente, qui était broyée par la machine judiciaire. Bon, donc, avec mes confrères et le soutien du peuple sénégalais et des organisations africaines, nous avons mené ce combat. Et la victoire, elle est là. J'ai eu l'occasion de le dire, je pense ici, que la victoire, à l'époque où les gens ne semblaient pas du tout acquis à cette probabilité. Oui, donc nous l'avons mené avec eux. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments très, 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 très tendus. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des pertes des biens. Et puis il y avait le désespoir également. Et ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui au Sénégal inspire beaucoup des peuples. Et moi je tiens, vous me donnez l'occasion de remercier les anonymes que j'ai croisés ici naturellement, mais même en dehors du Sénégal. Je tiens aussi à remercier les organisations de la société civile panafricanistes. Je tiens à remercier des partis politiques panafricanistes qui ont accepté spontanément, sans la moindre réticence, d'apporter leur concours, leur soutien spontané à Ousmane Sonko, à Diomaye, président de la République, et puis aux membres de la PASTEF, puisque ces organisations politiques panafricanistes ont changé le nom de leur parti pour justement soutenir PASTEF qui était dissous ici au Sénégal en vertu d'un décret présidentiel. J'ai saisi cette opportunité pour leur exprimer, au nom de M. Ousmane Sonko, sa gratitude et sa reconnaissance. Il aura l'occasion de le recevoir, de s'entretenir avec elle. Je parle de ces organisations notamment étrangères, des partis politiques étrangers, des organisations panafricanistes étrangers qui, chacune de son côté, sur son territoire, ont porté aussi la voix. Je remercie ceux qui m'ont reçu, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina, à Madagascar, et puis ceux qui sont aux Comores,
de la diaspora, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, à Genève, un peu partout, qui m'ont reçu, qui m'ont accueilli, qui ont porté ce combat aussi. Toute ma gratitude et ma reconnaissance pour le travail accompli. Et voilà ce que je peux dire. Voilà. Et quelle signification l'élection de Bassirou Diomaye Faye pourrait revêtir, hein, pour vous? Quelle signification vous lui donnez à cette élection? Bon, je dis tout simplement que lorsque vous êtes emporté par des convictions, oui, rien n'est impossible. Voilà. Lorsque vous êtes porté par un combat, par un idéal, et que vous portez des valeurs, quelles que soient les circonstances et les obstacles, mais vous finirez toujours par gagner. Par gagner. C'est ça. Et c'est ce que votre client, justement, est parvenu à faire grâce à votre soutien, au soutien du peuple sénégalais, de l'organisation de la société civile, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, vous avez accompagné votre client. Vous avez certainement pu un peu prendre connaissance du fonctionnement de la justice sénégalaise, africaine également, puisque vous êtes sollicité, je l'ai dit, un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, le président élu, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé des réformes judiciaires. Au regard de l'expérience que vous avez eue au Sénégal durant la défense du président Ousmane Sonko et peut-être les manquements que vous avez pu noter dans le fonctionnement de la justice, quelles sont à première vue les réformes qui peuvent s'imposer? Oui, avant de parler des réformes, oui, je peux apporter un témoignage. Oui. C'est qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer. Les institutions constitutionnelles, ici au Sénégal, ont été bousculées. Les institutions ont été malmenées. Et les institutions ont même été manipulées. Mais elles ont tenu. Vous voyez? Voilà. Et ça, personne ne peut le nier. C'était une réalité. Conseil constitutionnel aussi. Oui, il y a eu une crise superficielle qui a été voulue, entretenue, voire même provoquée. Et bon, c'est à partir de là qu'on parle de manipulation des institutions. Mais les institutions ont quand même tenu. Et il ne faut quand même pas oublier qu'en pleine tempête politico-judiciaire, il y a des juges qui ont dit non. Moi, j'étais témoin, pas témoin, mais acteur de ce qui s'est passé à Ziguinchor. C'est quand même pas avec tous les jours. Sabaty Sall. Voilà. Et Sabaty Faye plutôt. Oui, voilà. Moi, j'étais dans la salle d'audience jusqu'à 23h, lorsque le juge s'est retiré pour délibérer. Et par hasard, il n'y avait plus de lumière. Vous voyez, il n'y avait plus d'électricité. Bon, et que la décision a été rendue avec une lampe de poche. Vous voyez. Bon, donc c'était des moments extrêmement difficiles. Mais la justice a tenu tête. Il ne faut pas oublier non plus le courage des juges de Dakar également. En pleine tempête, il ne faut pas oublier la position qui a évolué du Conseil constitutionnel lorsque le Conseil constitutionnel a dit qu'il faut appliquer la Constitution. Bon, donc il y avait des moments extrêmement difficiles. Mais bon, et ces moments aussi vont sans doute permettre aux autorités compétentes de ce grand pays de revoir certaines choses, de revoir certaines choses. Je pense qu'ils en ont les moyens, les ressources humaines, et les fondamentaux sont là. Les ressources humaines ne font pas défaut au Sénégal. Il y avait une conjoncture, un environnement politique qui s'est prêté peut-être à certains dérapages, certaines dérives. Et ceux qui sont les autorités qui sont au pouvoir en ce moment étaient victimes de ces dérapages. Je pense qu'elles sauront... Ils peuvent apporter les bonnes solutions. Voilà, non seulement apporter les bonnes solutions, mais aussi faire le diagnostic, puisqu'ils étaient eux-mêmes acteurs, mais victimes. Victimes de ce qui s'est passé. Donc, quelquefois, il faut peut-être passer par là pour pouvoir savoir de quoi il s'agit
et y apporter les réponses appropriées. Et j'en suis tout à fait persuadé que c'est pas seulement un discours, c'est pas un slogan, mais c'est pas seulement un discours, mais ça sera aussi, à mon avis, et j'en suis convaincu, une réalité. Voilà. Alors, le Sénégal, qui est d'ailleurs cité en modèle en matière de démocratie, le peuple en a fait montre, vous l'avez dit, durant un long moment, durant le processus électoral. Il y a eu des moments de turbulence, la justice a tenu bon, certaines institutions ont tenu bon, mais le peuple aussi a su être patient et a attendu son tour lors du scrutin présidentiel pour dans une démarche très pacifique, a choisi son président de la République. Ce Sénégal qui est cité aujourd'hui en modèle démocratique en Afrique, qu'est-ce que cette alternance pacifique pourrait avoir comme impact à l'échelle africaine? Oui, l'impact à l'échelle africaine vient du profil, ou bien des profils des acteurs qui ont gagné les élections, puisqu'ils ont volontairement Diomaye, Faye, et puis Ousmane Sonko ont volontairement mis l'accent sur le panafricanisme. Le parti qui est d'ailleurs un parti panafricain. Voilà, tout à fait. C'est un choix volontaire et qui est porté par ce parti depuis son existence jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas un choix de circonstance. Et ils portent ce choix en eux. Et c'est pour cette raison que les Africains, les peuples d'Afrique, se sont identifiés à la démarche. Moi-même, personnellement, lorsque j'ai été sollicité pour intégrer le collectif des avocats de M. Ousmane Sonko, j'ai immédiatement déclaré axer mon travail, ma mission sur l'internationalisation de ce combat et puis de donner encore plus de relief sur le côté panafricanisme de ce combat. Et je pense que l'adhésion des partis politiques africains qui ont changé le nom de leur parti pour constituer PASTEF Africa est une des réponses à cet engagement. Et le Sénégal bénéficie d'une lisibilité internationale qui est quand même reluisante et très positive. Et opportunément, les autres peuples d'Afrique estiment qu'il faudrait se coller à notre champion pour bénéficier de cette lisibilité aussi. Oui, voilà. Donc, c'est la perception que les autres peuples d'Afrique ont par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qui va se passer également. Et c'est pour cette raison que, je l'ai dit, c'est vrai que c'était en pleine campagne électorale puisque j'ai été amené à prendre la parole. Là, ce n'était plus l'avocat, mais c'était l'homme politique africain qui a été honoré lors des meetings de la campagne électorale, qui a pris la parole pour dire que je suis sûr qu'il y aura la lumière le 24 à Dakar et dans les autres villes du Sénégal. Nous ferons en sorte que cette lumière illumine toute l'Afrique. Ça, c'est l'un des propos que j'avais tenus durant la campagne électorale. Et effectivement, il y a une demande qui est extrêmement forte et nous devons effectivement honorer cette demande. De nombreux pays, enfin de nombreux leaders politiques africains demandent qu'effectivement l'implantation du concept, de la vision de PASTEF dans les différents pays. C'est comme ça que la victoire peut illuminer les autres pays d'Afrique. Il y a une forte demande. Je le savais. Et maintenant, il faut effectivement travailler dans ce sens. Il ne faut pas... l'atmosphère doit être maintenue et que nous devons nous organiser le plus vite possible pour répondre à ces différentes demandes. Il y a des échéances politiques immédiates cette année dans de nombreux pays d'Afrique. Et nous devons être présents pour insuffler l'expérience sénégalaise dans différents pays. Bien sûr, il faut tenir compte des particularités de chaque pays et surtout respecter la souveraineté de chaque pays, mais il y a des valeurs
communes qui doivent être valorisées, qui doivent être défendues, qui doivent être répandues dans tous les 54 pays d'Afrique. Et c'est là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec certains qui disent, écoutez, nous, il ne faut pas nous forcer à nous inspirer du modèle sénégalais, puisque chaque société a ses spécificités. Ouais. Nous, on ne va pas s'immiscer du problème interne de chaque pays, mais il y a des fondamentaux qui nous réunissent. Lorsqu'on parle de démocratie, il ne peut pas y avoir une démocratie à l'africaine, et puis une démocratie à la sénégalaise, et puis une démocratie à la comorienne, ou une démocratie à la congolaise. La démocratie, c'est une notion, et ce sont des préceptes universels. Vous voyez, lorsque vous parlez de liberté, vous n'avez pas à la nuancer par rapport à des considérations égoïstes et politiciennes, puisque ceux qui sont tentés de dire, écoutez, chacun a son modèle de démocratie, on lui dit, écoutez, le boulot, puisque lorsqu'on parle de séparation de pouvoir, c'est des règles qui sont indispensables pour que la société, une société politique, une société fonctionne normalement en 2024. Est-ce que cela ne va pas constituer d'obstacle justement à ce projet de vente de démocratie en Afrique, de souveraineté, de manière ça, c'est l'objectif visé, n'est-ce pas? Non, il faut être très respectueux de la souveraineté de chaque pays. Bien sûr. Là-dessus, il faut être très prudent, il faut être très respectueux là-dessus. Mais lorsqu'on parle des valeurs communes, les valeurs communes, ce sont les libertés. Les valeurs communes, c'est l'indépendance de la justice. Les valeurs communes, c'est le libre choix de l'électeur, du citoyen. Ça, ce sont des valeurs communes. La transparence des systèmes électoraux. La transparence des organes électoraux chargés de contrôler et puis de juger les élections. Ce sont des valeurs communes. Et puis après, le choix des électeurs, ils le font librement. Et les choix politiques, les orientations politiques, ça, on ne peut pas se permettre de nous immiscer sur le choix, les orientations politiques de chaque pays. Loin de là. Loin de là. Ça, c'est pas la vocation de nos différentes organisations. D'accord. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'il faut, par exemple, aujourd'hui, les différentes organisations sous-régionales, la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la SADC pour l'Afrique de l'Est, Afrique australe, les différentes chartes, et puis l'Union africaine, qui est quand même notre organisation mère. Lorsque les chartes de ces différentes organisations parlent des élections, lorsque les chartes évoquent la démocratie, les libertés, les séparations de pouvoir, et ces chartes doivent être appliquées. Et lorsqu'aujourd'hui, une organisation ou des partis politiques africaines exigent que ces dispositions soient respectées, cela ne veut pas dire qu'on s'immiscie dans un pays. Si un pays ne veut pas qu'on parle du respect des droits de l'homme et puis des valeurs démocratiques, il faut que ce pays se retrouve renfermé sur lui-même. Alors que les pays ont vocation aujourd'hui à vivre dans des ensembles régionaux. Beaucoup parmi ces pays-là font partie d'organisations sous-régionales. Sous-régionales et puis continentales, et puis internationaux également. Bon, donc à partir de là, il y a certains aspects de la souveraineté de chaque pays qui leur échappent. Voilà. Dans la mesure où nos pays adhèrent à des valeurs communes et à des organisations qui font de ces principes une préoccupation permanente. C'est ça. Alors, nous allons rester dans l'espace CEDEAO, qui est notre espace. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui se présente comme un panafricaniste de gauche et le garant d'une démocratie renforcée, dit vouloir travailler à faire revenir au sein de la CEDEAO les pays de l'AES. L'Alliance des États du Sahel, composée du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de les faire revenir au sein de la CEDEAO. Vous pensez que ce sera une tâche facile, à votre avis? Bon, si je peux me permettre, tout à l'heure vous avez dit que le président Diomaye Faye est un panafricaniste de gauche.
Bon, si je peux me permettre, et je pense qu'il m'excusera, il est panafricaniste, point barre. D'accord. De gauche, ça c'est une notion, de je ne sais pas d'où, ancienne. Il est panafricaniste, c'est tout. Bon, notion de gauche, de droite, ça c'est des notions qui n'ont plus leur... Qui ont été importées. Importé. Ouais. Il faut qu'on se fasse de nouvelles conceptions, de nouveaux concepts. On a la possibilité, on a les moyens de penser africaine bien sûr. Et de définir des concepts qui répondent à nos réalités. Même si ce concept repose sur des valeurs universelles, comme je le disais tout à l'heure, mais nous avons la possibilité en Afrique, nous avons les ressources humaines et peut-être même d'autres ressources pour nous forcer à avoir des concepts africains qui sont adaptés à nos préoccupations sociales, nos préoccupations culturelles, économiques et politiques également. Bon, donc il est panafricaniste africain. Tout à fait. Allez-y, c'est clair. Bon, voilà. Bon, donc, je crois qu'il va l'accepter, d'ailleurs. Oui, voilà. Bon, maintenant, s'agissant de la CEDEAO, comme quoi il va le faire revenir, là aussi, je pense qu'il faut nuancer, puisqu'il y a certains qui se sont tout de suite, qui sont sortis un peu de leur réserve, pour se poser beaucoup de questions. Il fait part de sa volonté. Il a une volonté, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont la volonté de discuter avec leurs frères du Sahel pour voir dans quelles conditions serait-il encore possible de rediscuter de la CEDEAO. Tout à fait. Vous voyez? Donc c'est une approche qui me semble responsable. Et puis, il n'a pas dit qu'il va le faire revenir, puisqu'il y a quand même une crise, n'est-ce pas? De discuter de la CEDEAO qui pourrait répondre, une discussion qui pourrait répondre aux préoccupations des 3 pays qui font partie de l'Alliance. Non, pas seulement des 3 pays, mais de tous les pays de la CEDEAO. Il ne faut quand même pas sous-estimer qu'il y a une crise. On parle souvent de CEDEAO des chefs d'État. Oui, bon voilà, ça c'est un concept. On doit aller vers une CEDEAO des peuples. Voilà. C'est pour ça que je dis que ils vont discuter avec eux pour voir dans quelles conditions, peut-être les schémas de la CEDEAO, comment la vision de la CEDEAO, son mode de fonctionnement doit s'adapter aux préoccupations, aux aspirations des peuples de la CEDEAO. Bon, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. En tout cas, j'ai eu l'occasion de discuter avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Il m'avait fait part de cette ambition et cette volonté qu'il a de vouloir discuter avec ses frères de la zone pour voir comment la CEDEAO peut s'adapter aux nouvelles donnes et comment la CEDEAO peut être effectivement une institution sous-régionale qui répond aux aspirations des peuples de la CEDEAO. Vous voyez? Bon, donc, et j'ai lu la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Mali, qui était présent à l'investiture. Il a été interrogé par un journaliste, en tout cas je l'ai lu dans la presse, qui disait que, écoutez, ils vont être attentifs à l'approche de leurs frères sénégalais, et que eux, de leur côté, ils étaient amenés par rapport à des circonstances, par rapport à des situations, à prendre des décisions courageuses. Bon, donc on voit comme quoi il y a une volonté de part et d'autre, à mon avis, de se retrouver pour essayer de voir ce qui ne va pas et comment faire évoluer les relations entre les pays de la zone. Je ne sais pas quelle sera la configuration de ce qui peut être décidé, mais il y a sans doute une volonté de rapprochement, plutôt une volonté de s'isoler les uns par rapport aux autres. En tout cas, ça a été la vocation de ceux qui ont bâti la CEDEAO, et je pense que cette nouvelle génération de dirigeants, puisqu'il s'agit quand même des dirigeants qui ont pratiquement le même âge, et ils ont le même âge, et leur approche est proche des préoccupations des peuples de la CEDEAO. Il faut dire une chose, il y a des pratiques, il y a des concepts, il y a des modèles qui ne sont pas du tout adaptés aux préoccupations de nos populations. Ça, c'est valable ici pour l'Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi valable en Afrique de l'Est. Moi, je suis de l'Afrique de l'Est. Je viens des Comores. Bon, donc on est l'Afrique de l'Est, c'est pareil.
c'est pareil. En Afrique australe également. En Afrique australe, c'est pareil. Il y a ces institutions, lorsque vous allez au fond, vous vous rendez compte qu'effectivement, ces institutions ne répondent pas aux aspirations des peuples et des populations. Il faut que ces institutions deviennent très ambitieuses et qu'elles répondent aux besoins de la population. Il y a une forte exigence de nos peuples pour une démocratie, pour les libertés. C'est ça. Et les Sénégalais l'ont démontré. Et les autres se sont sentis tous Sénégalais. Et s'ils avaient la possibilité, ça je vous le dis, je vais vous le dire, si le peuple d'Afrique avait les moyens et la possibilité d'être à Dakar le 2 avril, ils seraient venus pour fêter avec les Sénégalais cette victoire. Voilà. Et dans des pays, il y a eu des gens qui ont dansé, qui ont chanté, Sénégalais. Ça veut dire qu'il y a une soif de liberté dans plusieurs États africains. Oui, il y a encore des populations. Non, mais il y a encore des dirigeants. Oui. Ils sont nombreux. Dans les 54 pays d'Afrique, il y a des dirigeants qui s'accrochent au pouvoir. Pour eux, c'est leur bien personnel. Certains, ils pensent qu'ils sont bien nés et qu'ils doivent rester au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie et céder le pouvoir à leurs enfants et à leurs proches. Ils n'ont pas encore intégré en eux cette notion de contrat social, de contrat politique. Il y a plusieurs exemples, on peut les citer? Bon, moi je ne vais pas rentrer... Ouais, c'est pas la peine, ils se connaissent eux-mêmes. Et les peuples qui sont pris en otage également par ces dictateurs, on les connaît également, ils se reconnaissent, donc c'est pas la peine. Moi, je suis plutôt tenté de parler de ceux qui réussissent, des peuples qui sont champions. Pour inspirer les autres. Qui inspirent les autres. Ouais. C'est eux qui m'intéressent le plus pour que ceux qui sont pris en otage par les dictateurs puissent se libérer également. C'est pour cette raison que je salue, et je ne suis pas le seul, et vous le saurez dans les prochains jours, le peuple sénégalais doit être primé. Voilà. Et Georges Weah également doit être primé. Vous voyez, la présidente de la Tanzanie, par rapport à sa posture également, son combat pour la démocratie, pour la paix, pour la réconciliation en Tanzanie, doit être primé également. Et les cancres nous donneront leurs noms. Et leurs noms seront affichés. Qu'un tel président africain est un cancre en démocratie. Et nous allons établir... Une radicalisation dans le combat. Une radicalisation dans le combat. Non, ce n'est pas une radicalisation. C'est une réponse par rapport à une situation qui devient intenable. C'est ça. Et nous allons établir bientôt une liste de tous les prisonniers politiques qui sont dans tous les pays d'Afrique. Et ces pays seront cités sur une liste. Et nous demanderons aux organisations internationales d'assumer leurs responsabilités et d'agir en conséquence contre les pays qui détiennent arbitrairement des gens en raison de leur opinion politique. Bon, donc ça, c'est l'un des combats que nous allons mener. Et je parlais tout à l'heure comme quoi le peuple sénégalais et le président que je ne connais pas, moi je n'ai pas de relation particulière, je ne l'ai pas encore côtoyé, le président Georges Weah. Ah, d'accord. Et de même que la présidente de la Tanzanie, bien que la Tanzanie soit voisine des Comores, je n'ai pas eu l'occasion de la croiser. Mais de loin, ce qui m'intéresse, ce sont ses actions, ce sont les valeurs qu'elle porte. Et Georges Weah également, pour avoir facilité cette transition démocratique dans son pays, avoir accepté qu'il avait perdu les élections spontanément. Je trouve que son attitude mérite d'être distinguée. Il ne faut pas banaliser les actes qui sont suffisamment porteurs et susceptibles d'inspirer d'autres peuples d'Afrique. Bon, donc, voilà la démarche, le concept que nous travaillons dans le cadre de cette notion de néo-panafricaniste. Vous voyez ? Puisqu'il faut sortir de cette posture de victimisation et puis avoir une autre posture responsable. Et c'est la posture que nous, les organisations politiques,
Hein? L'autodétermination. L'autodétermination effective, une souveraineté effective, totale, assumée, et puis l'ouverture de l'Afrique vers les autres partenaires de l'Afrique. Puisque c'est pas, nous ne demandons pas ou bien nous n'allons pas exiger d'exercer pleinement notre souveraineté et puis nous renfermer, loin de là. Puisque, au contraire, mais nous demanderons que notre souveraineté soit exercée par nous-mêmes et non pas laisser les autres s'immiscer dans l'exercice de notre souveraineté. D'accord. En coopération avec les autres, mais dans le respect de notre souveraineté qui est notre dignité. C'est ça. Et ça, c'est un chantier qui est immense et ça ne doit pas être une simple expression ni une revendication. Il faut que ce soit une réalité portée par les dirigeants politiques puisque c'est eux qui ont les leviers, qui maîtrisent les leviers de pouvoir, qui peuvent impulser et procéder au changement demandé par le peuple d'Afrique. D'accord, mais est-ce que cela forcément doit passer par des régimes qui doivent arriver au pouvoir d'une manière non démocratique? Non, c'est en ce sens que l'exemple sénégalais est intéressant. Est-ce qu'il faut réparer ces situations-là dans certains pays qu'on connaît? Est-ce qu'on doit fermer les yeux sur la question? Non, on ne doit pas fermer les yeux. Oui. Mais on doit aussi accompagner. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Oui. Il y a condamner, il y a accompagner, il y a soutenir, aider. Souvent, on condamne. Oui. Et on accompagne rarement. On offre rarement de solutions. On condamne et on sanctionne. On sanctionne. Oui. Mais on n'accompagne pas. C'est la raison du retrait de certains pays, d'ailleurs, dans certaines organisations. Tout à fait. C'est pour cette raison que lorsqu'on sait dans quelles circonstances ces régimes dictatoriaux, sanguinaires, corrompus, ont été chassés par le peuple, ceux-là même qui condamnent étaient là, le savaient, voyaient, étaient témoins, privilégiés de ces crimes commis par le peuple contre le peuple. Et ils fermaient les yeux. C'est là où on voit une forme d'irresponsabilité. Je n'irai pas jusqu'à parler de complicité, mais une forme d'irresponsabilité. Au lieu d'accompagner, au lieu de soutenir, d'aider, d'orienter, et puis aller vers un régime normal, ils condamnent et puis ils poussent les autres aussi à se radicaliser et se dire, écoutez, vous ne nous comprenez pas, etc. Et tout. Bon, donc, moi, je me rappelle, parce que j'étais parmi ceux ici à Dakar qui ont manifesté dans les rues de Dakar contre le 3e mandat. Ah oui. Oui, j'avais manifesté, j'y suis venu 3 fois à Dakar pour manifester contre le 3e mandat en Guinée. J'ai tenu peut-être 4-5 conférences de presse à Paris contre le 3e mandat en Guinée. Ouais. Et je sais, j'étais pas témoin, moi je sais qu'il y a eu des centaines de morts. Et je sais ce qui s'est passé à Bamako également. Ouais. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir, c'était en réaction par rapport à une situation qui est devenue intenable. Et je suis parti à Bamako en septembre 2020 pour soutenir le peuple malien. J'étais parti également à Ouagadougou pour soutenir le peuple du Burkinabé. Oui. Parce que ces peuples, à un moment, n'en pouvaient plus. Et ça, les organisations internationales, non seulement sont témoins, mais ont été interpellés pour prendre position courageuse par rapport à ces différents crimes. Donc, les réactions de ces différentes organisations me paraissaient à un moment disproportionnées. Et tout c'est même pas l'impression, c'est la conviction que les peuples de ces pays ont. C'est de dire, écoutez, ces chefs d'État et les organisations qui les soutiennent ne sont pas là pour nous. C'est la raison pour laquelle souvent les peuples soutiennent les régimes militaires, c'est ça? Écoutez, non seulement ils soutiennent les régimes militaires, ils soutiennent ceux qui les soutiennent. C'est ça. Oui. Les peuples soutiennent ceux qui les soutiennent. Et l'exemple sénégalais est différent, puisque les autorités sénégalaises sont issues des urnes, ont été choisies démocratiquement par le peuple sénégalais.
Des autorités qui nourrissent l'espoir. Donc, qui nourrissent l'espoir et puis qui ont été choisis librement par le peuple sénégalais, en réaction à une politique que la population n'adhérait plus. Ouais. Bon, donc c'est en ce sens que cet exemple inspire d'autres peuples d'Afrique. Et ça, personne ne peut être indifférent. Vous voyez, si on respecte le peuple sénégalais, on doit respecter ceux qui ont été choisis par le peuple sénégalais. Vous avez vu le président de Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Voilà, il était à l'investiture lorsque son nom a été évoqué. Il y a eu acclamation. Ouais. Ce ne sont pas des Guinéens qui étaient dans Sénégalais. la salle, c'était des Sénégalais. Comment interpréter ça? Ouais. Il y a quelque chose. Donc, à partir de là, c'est ça, au fait, cette forme de légitimité que certains sous-estiment ou bien font fi de ne pas reconnaître. Si le capitaine Traoré, Ibrahim Traoré, de Burkina, oui. était dans la salle, il aurait eu encore une acclamation bien nourrie. Et le Malien autant. Vous voyez? Bon, donc ça, ce sont des réalités. Vous ne pouvez pas le nier. Nier cette réalité, c'est comme si vous niez aussi les aspirations de ces peuples à plus de liberté et de considération également. Bon, il faut dire les choses. Ça fait plus de 60 ans que certains pays d'Afrique ont essayé des schémas. Et ces schémas n'ont pas répondu aux attentes. La preuve, on devient de plus en plus pauvre alors qu'on est riche. Ouais. Vous voyez, le désespoir a pris la place de l'espoir nourri en nos indépendances. Et tout. Et le résultat, on a des millions de nos jeunes qui périssent en mer. C'est ça. Et les Occidentaux nous regardent avec un air méprisant. Notre présence sur le sol européen devient un enjeu politique chez eux. Vous voyez? Et nous, Africains, dirigeants africains, nous devons être en mesure de poser cette question. En quoi, nous, les dirigeants africains, sommes-nous capables? Quels sont les moyens que nous disposons ou nous devons disposer pour retenir notre jeunesse chez nous en Afrique? C'est ça le défi de nouveaux dirigeants. Et comme on sait, on a vécu avec ces jeunes, on vit avec eux, on sait quels sont leurs problèmes. Ils nous interpellent tous les jours. On est témoin de leur détresse. On ne peut pas être indifférent lorsqu'on arrive au pouvoir par rapport à cela. On ne doit pas laisser les Européens seuls aborder de façon très politicienne la question de l'immigration. Ça les oblige, puisqu'ils ont une part de responsabilité, mais ça ne doit pas être aux Européens seuls d'aborder cette question. Nous devons se l'approprier puisqu'il s'agit de la jeunesse africaine. Mais lorsqu'on sera amené à aborder cette question, nous serons très exigeants aussi vis-à-vis des Européens. Puisque les régimes soutenus par les Européens et puis d'autres puissances, ce sont ces régimes, justement, leurs pratiques politiques qui génèrent la pauvreté et qui poussent nos jeunes à partir en Europe. C'est ça. Alors, c'est certainement une Afrique prospère pourrait être définitivement la solution. Un Sénégal juste et prospère dans une Afrique en progrès, c'est l'engagement pris par le président Bassirou Diomaye Faye, qui a promis de rétablir une souveraineté bradée, selon lui, à l'étranger. Par quel mécanisme, justement, pourrait-on arriver à cette Afrique en progrès, une Afrique prospère? Bon, vous savez, de manière résumée, moi je pense que le respect des principes est la clé de la réussite de toute politique de développement. Si la politique de développement est au rendez-vous, génère des résultats, l'Afrique deviendra prospère, nos jeunes n'iront pas risquer leur vie à partir en Amérique et puis en Europe. Et cette Afrique prospère doit être une Afrique de justice, une Afrique démocratique, une Afrique de liberté, une Afrique de fraternité et de solidarité. Cela est possible. Bon, je reviens toujours, mais c'est quelque chose qui est au fond de nous-mêmes. Lorsque le président de la Guinée
assiste, son nom est évoqué, il assiste à une investiture, il est acclamé, ça veut dire que les valeurs qu'il porte, le combat qu'il mène chez lui en Guinée est porté, et celui de l'éco-sénégalais. Vous voyez, lorsqu'il ira dans un autre pays africain, il sera aussi acclamé parce que les Africains s'identifient par rapport à son combat. Lorsqu'Ousmane Sonko ira avec nous dans certains pays d'Afrique, il sera acclamé puisque les Africains se sont identifiés. Puisque ça fait maintenant des années qu'il n'est pas sorti du Sénégal. Mais là, il va sortir. On va lui fabriquer un passeport africain. Bon, donc, on va lui faire fabriquer un passeport africain. Ouais. Il ira en Afrique, il sera acclamé puisque les Africains s'identifient par rapport à son courage, par rapport à son combat, par rapport à sa vision africaine. Et ça sera pareil pour le président. Donc, la voie est toute tracée vers la souveraineté. Mais nous, on est là. Ouais. On croit en Afrique, en notre continent. On croit en notre victoire. On croit fortement que notre continent incarnera un nouvel ordre politique, pas mondial, un nouvel ordre politique africain. On croit en cela. D'accord. Alors, et on va travailler dans ce sens. On va travailler avec ceux qui sont déjà au pouvoir dans leurs différents pays respectifs, les accompagner, les soutenir, pour inspirer d'autres également qui sont pris en otage par des dictateurs sanguinaires. C'est ça. Alors, il y a cette volonté-là de souveraineté, de développement durable, mais il y a toujours l'ombre de l'ancien colonialiste. Aujourd'hui, comment traiter cette question vis-à-vis de celle-là, particulièrement la France, qui est toujours là aux côtés des États africains pour tirer profit de ses profits, excusez la redondance, parce qu'il y a ses intérêts dans beaucoup de pays africains. Comment traiter la question de la France, justement? Oui, il faut la traiter en toute simplicité. Oui, la France, vous l'avez dit, est là pour ses intérêts. C'est une réalité. Oui. Mais nous devons défendre les nôtres aussi. Comment, justement? Il faut choisir ceux qui sauront défendre nos intérêts. C'est simple, au fait. Il ne faut pas se poser 3000 questions. Il ne faut pas se poser 3000 questions. D'accord. Mais la France, comme les autres grandes puissances, sont libres. Elles sont les grandes puissances européennes, lorsqu'elles viennent ici, elles ne viennent pas pour nos beaux yeux. Elles viennent pour leurs intérêts, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est à nous de choisir les meilleurs, nos champions. Lorsque la France envoie un diplomate ici, il n'envoie pas les petits, il envoie les meilleurs. Mais nous devons choisir aussi les meilleurs qui seront discutés avec la France. C'est ça. La France défendra, et ça il ne faut pas se faire d'illusions, défendra ses intérêts. C'est à nous aussi de défendre les nôtres. Si vous envoyez des dirigeants africains autour de la table, qui ne sauront même pas regarder les Français les yeux dans les yeux, il faut défendre les intérêts de l'Afrique. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Bon, donc, on ne vous demande pas d'être l'ennemi de qui que ce soit, ni d'être l'adversaire de qui que ce soit, ou bien d'en vouloir à qui que ce soit. Dans un stade de compétition, on vous demande d'être le champion pour l'emporter. C'est ça. Voilà. Oui. Donnez-vous les moyens, dans une négociation, d'emporter le meilleur. D'être le meilleur dans une compétition. Au fait, c'est ça. Il ne faut pas se faire d'illusions que je veux qu'un tel m'aime et tout. Non, ce n'est pas question de sentiments, en fait. C'est une question d'intérêt. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Le président Bassirou Diomaye Faye dit vouloir rééquilibrer également les partenariats internationaux dans un sens gagnant-gagnant. Ça doit être la démarche pour tous les États africains. Mais je pense que oui. Bon, lorsque vous voyez un chef d'État africain, on lui dit défendez vos intérêts. Il dit que non, je n'ai pas les moyens de me battre contre la France. Alors qu'il y en a. Alors qu'il est président. On vous demande pas de vous battre. On vous demande de défendre vos intérêts, puisque vous avez été élu pour défendre les intérêts de votre pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la trahison. Les traîtres, là, africains, il faut les identifier et se débarrasser de ces traîtres. Vous voyez ? Vous êtes élu président d'un pays, vous devez défendre les intérêts de votre pays. Vous êtes un ministre, vous devez défendre les intérêts de votre pays. Vous êtes un conducteur d'un véhicule, vous avez la responsabilité de ceux qui sont dans votre voiture, de conduire au bon port.
c'est comme ça. Si on a des dirigeants qui n'ont pas été choisis par les Africains, ça aussi c'est important. S'ils n'ont pas été choisis par des Africains, ils n'ont pas de compte à rendre aux Africains. Ouais. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, le président Diomaye Faye, ils ont des comptes à rendre aux Sénégalais puisqu'ils ont été choisis par les Sénégalais. Ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est pour cette raison qu'ils le disent avec aisance, sans complexe, qu'ils sont là pour le Sénégal. Et c'est ce qui fait plaisir pour les peuples africains. Bien sûr, puisqu'ils rêvent d'avoir des dirigeants comme ça. Mais la plupart de ceux qui nous dirigent n'ont même pas été élus par leur peuple, parce qu'ils sont issus des coups d'État, puisqu'ils ont été choisis par des officines pour devenir président. C'est ça, au fait, notre malheur. Si vous n'avez pas des dirigeants qui sont libres, parce qu'ils ont été choisis librement par leur peuple, ce sont des gens qui ont milité. Bon, écoutez, je ne pense pas si on a le temps, mais si on avait le temps, je vous aurais donné la liste de tous nos dirigeants, de tous nos pays, un par un, pour voir quel est le profil, le parcours politique de chacun. Vous verrez. On aura l'occasion. C'est en fonction du parcours politique, militant de chacun que vous pouvez comprendre les réalisations qu'il fait dans son pays. Et son esprit est indépendant également pour répondre aux aspirations de son peuple plutôt qu'aux aspirations de certaines puissances. C'est ça qui fait la différence, au fait. C'est ça ce qui inspire les peuples africains par rapport à ce qui se passe ici. Parmi ces profils, on retrouve souvent des beaucoup plus jeunes, comme de la génération de Bassirou Diomaye Faye, du colonel Doumbouya, du président du Burkina Faso. Est-ce que c'est eux qui doivent assurer la relève pour une Afrique souveraine? Il n'y a pas que eux. Nous devons nous identifier sur les 5 coins de l'Afrique. Nous identifier en Afrique de l'Ouest. Il y a des profils qui apparaissent. Il y a nous identifier en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. J'ai juste donné des exemples. Non, je ne vais pas donner des exemples pour ne pas frustrer certains ou bien indexer d'autres. Ce n'est pas l'objet, au fait. C'est ça. Notre objet, c'est de construire, c'est de bâtir, et non pas de démolir, vous voyez. C'est de bâtir. Bon, donc, à partir de là, nous devons nous identifier en Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord, etc. Nous identifier et faire comme les pères des indépendances. Une fois qu'on aura réussi à identifier les uns et les autres, définir un socle d'intérêts communs africains. Et puis un socle des valeurs communes, bien sûr en considération des spécificités de chaque société africaine, mais consolider le socle des valeurs communes en Afrique et puis définir aussi des objectifs de développement communs autour de l'Afrique. Et ça, c'est à notre portée. Vous voyez, certains, les États-Unis, les 54 pays d'Afrique peuvent s'inspirer aussi, aux États-Unis d'Amérique peuvent s'inspirer aussi de ce que les Européens ont fait. Chacun des pays européens a ses spécificités, mais ils ont réussi à mettre en place des dispositifs qui sont valables pour l'ensemble du continent, enfin l'ensemble des grands ensembles européens. Donc nous pourrons faire la même chose ici sur le continent. Moi, ce que je souhaiterais dire, en gros, c'est qu'on est en plein chamboulement de nos sociétés africaines. Il y a une jeunesse africaine qui devient de plus en plus exigeante, qui devient de plus en plus ambitieuse, et cette jeunesse a les moyens de ses ambitions, puisque c'est cette jeunesse africaine, justement, qui, en Europe, en Amérique et un peu partout, qui excelle. Vous voyez ? Il suffit qu'on leur donne l'espace de liberté qu'elle veut pour qu'elle puisse apporter à l'Afrique ce dont nous avons besoin. Nous avons des défis démographiques extrêmement importants et nous devons le relever. Et ce défi démographique va nous amener à nous poser beaucoup de questions sur l'Africain de demain. Nous voulons qu'il soit comment, l'Africain de demain? Comment l'instruire? Comment le former? Avec quel travail?
et avec quel système politique. Oui. Vous voyez, l'Africain de demain, avec quel système politique, avec quelle économie, quelle éducation. Et tout ça, ce sont des questions que seuls les Africains peuvent apporter des réponses. Et nous avons nos savants, nous avons nos experts qui doivent avoir les moyens, vous voyez, de réfléchir et puis de nous apporter les réponses appropriées. C'est ça. Alors, nous nous approchons de la fin du temps qui nous avait été donné. Nous allons aborder une dernière question vous concernant particulièrement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez mené des combats en faveur de la démocratie, contre le troisième mandat au Sénégal, en Guinée, etc. Aujourd'hui, vous êtes, après le Sénégal, vous êtes sollicité en Mauritanie et dans d'autres pays. C'est le résultat de votre engagement ? Oui, bon, c'est le résultat, mais ce sont des gens que je connais depuis longtemps. Oui. Vous parlez de la Mauritanie, là vous me parlez de mon ami Biram, député, l'honorable député Biram. Voilà, qui est quand même un homme très très courageux, très agréable. C'est un député connu et reconnu par son courage, par son combat. Et son combat s'identifie. Il a fait la prison avant d'être député. Il a fait la prison. Alors qu'il était en prison, il a été élu député alors qu'il était détenu. Vous voyez ? Et bon, donc, c'est un monsieur quand même très, très, très courageux qui a vécu des injustices. Et là, à l'instant où je vous parle, son immunité parlementaire a été levée. Parce qu'il y a une plainte qui est déposée contre lui pour diffamation. Juste pour diffamation à 3 mois des élections présidentielles, parce qu'il s'est déjà déclaré candidat. Bon, donc vous voyez, il y a des pratiques qui sont détestables. C'est un peu le même scénario qu'au Sénégal avec Ousmane Sonko. Voilà. Bon, donc son immunité vient d'être levée. Il souhaiterait sans doute le convoquer pour l'empêcher de ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles, étant préciser qu'aux dernières élections présidentielles en Mauritanie, bon, beaucoup d'observateurs disaient qu'il allait l'emporter. Et là, cette fois, il est encore candidat. Et j'espère que les autorités mauritaniennes, étant donné que le président de la Mauritanie est devenu le président de l'Union africaine, j'ose espérer et je prie que le Tout-Puissant le préserve de toutes les pratiques que Azali Assoumani, alors président de l'Union africaine, a fait aux Comores, puisqu'il était président de l'Union africaine aux Comores. Il a fait le pire coup d'État électoral que les Comores n'aient jamais eu. Voilà. Bon, donc, alors que vous étiez en phase de remporter oui, tout à fait. Ouais. Donc, j'espère que les autorités mauritaniennes sauront faire preuve d'exemplarité également, puisque le président de l'Union, le président mauritanien qui est candidat, me semble-t-il, est aussi président de l'Union africaine en exercice. Nous allons travailler avec mes confrères de la place pour que les élections en Mauritanie se passent dans des très bonnes conditions, que ça se passe démocratiquement, que tous les organes électoraux ne soient pas sous l'emprise du pouvoir actuel. Merci d'être passé, Maître Saïd Larifou. Voilà, vous êtes avocat au barreau de Paris. Non, de Moroni. De Moroni. Voilà. Plus de Paris. Non, plus de Paris. D'accord. Je suis inscrit au barreau au barreau de Moroni. Je suis à Paris parce que je suis en exil à Paris. D'accord. Mais normalement, mon cabinet se trouve à Moroni. Ça fait 5 ans que je n'ai pas mis mes pieds dans mon cabinet. 5 ans. D'accord. Et vous continuez le travail? Je continue à distance. À distance. D'accord. Merci en tout cas d'être passé à Sénégal 7 pour nous parler un peu des luttes africaines, démocratiques, du panafricanisme et de ces combats qui sont sur la bonne voie d'ailleurs, avec des hommes dignes que les peuples africains choisissent et désignent comme des modèles pour accéder à la souveraineté de l'Afrique. Merci d'être passé. Merci à vous, amis internautes d'Afrique, de tous les pays d'Afrique, du continent, les peuples de tous les pays, de la diaspora également, du Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être en compagnie de Sénégal 7. Nous vous retrouverons prochainement pour d'autres sujets qui concernent l'Afrique, concernent le Sénégal, concernent tous les peuples
du continent africain. Merci et à très vite.